Bonjour, bienvenue dans la chaîne de la littérature marocaine. Après une longue période d'absence, je reviens aujourd'hui avec un nouveau podcast, fidèle en cela à mon habitude qui consiste à présenter les productions littéraires marocaines les plus récentes, avec aujourd'hui un auteur qui est une figure marquante de la littérature marocaine et qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Je veux parler de Fouad El-Aroui avec son dernier roman, La vie, l'honneur, la fantasia, publié chez Nial et Barreau en 2025. La vie, l'honneur, la fantasia est un récit épique qui transporte le lecteur dans les méandres d'une tradition marocaine multiséculaire pour en comprendre les arcanes, la tboreda. Afin d'éviter un discours didactique sur cet art, Fouad El-Aroui se réfugie dans la fiction. Il imagine donc un enfant qui, accompagné de son oncle, assiste à la mise à mort d'un parvenu d'El Jadida, Arsalom, par une sarba, une théorie de cavalier. Cette situation permet de naturaliser l'insertion d'explications savantes données par l'oncle, fin connaisseur des codes de la tboreda, tout en évitant une certaine raideur didactique toujours fatale au roman. Quelques décennies plus tard, l'enfant, devenu adulte, revient sur cet événement pour en comprendre les tenants et aboutissants. De proche en proche, il est propulsé au cœur d'une culture millénaire qui célèbre le cheval et les valeurs qu'il véhicule, l'honneur, le courage, la dignité. Par ailleurs, décrire les scènes à travers les yeux fascinés ou médusés de l'enfant permet de jeter un éclairage, pour ainsi dire mythique, sur la tradition de la tboreda. Qui peut mieux que l'enfant être porteur de cette dimension, lui qui est sensible à la magie dont le réel n'est que l'écran déformant. Karim Serraj a écrit un bel article dans le 360 consacré au roman qu'il présente à juste titre d'ailleurs comme, je cite, un hymne au cheval et à la tradition de la tboreda. Il écrit, je cite, « L'enquête sur l'assassinat n'est qu'un prétexte astucieux, un fil conducteur qui entraîne le lecteur dans les abysses d'une tradition équestre millénaire, celle de la tboreda, dont l'Aroui chante les louanges avec une érudition poétique. Le roman plonge dans les siècles, remontant aux origines de cette parade guerrière, où les cavaliers arabes et berbères simulaient des charges militaires pour affirmer leur bravoure et leur unité. » Fin de citation. Cet aspect ayant été suffisamment souligné par cet article, je me propose de compléter le propos pour montrer comment l'Aroui s'approprie des références culturelles universelles pour mieux inscrire la tradition de la tboreda dans le patrimoine de l'humanité. Je ne veux pas donner à cette présentation une portée polémique, mais je suis bien obligé d'observer que, contrairement aux tenants de la littérature monde, pour qui l'universalité d'une littérature se décrète, l'Aroui commence par ancrer solidement l'objet de sa fiction dans l'histoire du Maroc, car telle est la condition de son universalité. La première manifestation de cet ancrage est linguistique.
au-delà de la fonction référentielle des mots, désigner une réalité. L'Aroui leur restitue leur épaisseur culturelle. Le premier à en faire les frais est le mot fantasia, qui apparaît pourtant dans le titre. On peut imaginer le débat entre l'Aroui et son éditeur sur la pertinence de ce mot, évidemment plus vendeur pour un lecteur français que le mot Tborida qu'il ne connaît probablement pas. Pourtant, dès le chapitre 3, astucieusement, le romancier prend sa revanche sur le livre comme bien symbolique dans un circuit économique et chasse purement et simplement le mot fantasia, auquel il préfère Tborida, le but étant de souligner les dangers de la folklorisation d'une culture. Je cite le texte. Mon oncle objecta au mot fantasia que j'eus la maladresse de prononcer, de bredouiller plutôt. Non, me dit-il, non, il faut dire Tborida, qui vient du mot baroud, la poudre explosive. Il est d'ailleurs entré en français dans l'expression un baroud d'honneur, ajouta-t-il. La Tborida, c'est littéralement de faire parler la poudre. Le mot espagnol fantasia, qui vient du mot grec signifiant représentation, est celui qu'emploient les guides touristiques. Nous ne sommes pas des touristes, gronda mon oncle. Je baissai la tête, confusément honteux d'avoir parlé comme si j'étais en étrange pays, dans mon pays lui-même. Page 23. L'Aroui fait exactement la même chose, avec des mots comme Sheikh, Mqaddam, et surtout Sarba, qui fait l'objet de longues explications étymologiques, comme pour souligner l'indéfectible lien entre le mot et la chose. Mais l'ancrage n'est pas que linguistique, il est aussi intellectuel. J'en veux pour preuve l'usage que l'Aroui fait de la Muqaddima d'Ibn Khaldoun, et plus particulièrement d'une notion importante, la asabiya. Je cite le texte. L'esprit de corps, la fameuse asabiya, accomplit l'unité sociale vers l'extérieur, vers les tribus ennemies. Page 17. Malgré l'allure, parfois dissertative du roman, l'Aroui réussit à faire de cette notion un des ressorts clés de l'intrigue. Au moment où les institutions de l'État n'ont rien pu faire pour mettre un terme aux turpitudes d'Arsalom, devenant même son complice, Hajj Thami, recourt à la justice tribale pour obtenir réparation. Précisément, c'est par cet aspect que l'intrigue acquiert du sens dans la mesure où la Tborida permet d'inscrire le récit dans un système de valeurs, certes clanique, mais dans lequel mettre à mort devient un acte hautement signifiant sur le plan à la fois éthique et esthétique. À cet effet, la scène inaugurale est matricielle. Permettez-moi, cela va prendre quelques minutes, permettez-moi de la lire. Ce fut un bel assassinat. Ils sont 15 centaures qui s'alignent de part et d'autre de leur chef, la tête haute, le port altier. C'est à peine si on les distingue du côté opposé de l'arène, là où se dresse la tribune dite d'honneur, mais que la seule présence d'Arsalom, assis au premier rang dans un fauteuil, jambes écartées, cigare au bec, suffit à profaner. La foule se tait, peu à peu, la rumeur décroît, puis s'éteint. Un silence lourd de menaces tombe sur la scène. Un bref appel du chef donne le signal. La troupe s'ébranle. Elle marche d'abord au pas, puis l'allure augmente peu à peu, puis c'est le galop. Le souffle du cavalier fait écho à celui du cheval et se mêle à la vapeur de ses flancs. Le chef lance un deuxième cri, rauque, guttural. Les cavaliers se dressent sur leurs étriers, toujours au galop, et brandissent haut leurs fusils. Quelle émotion! Horreur, terreur, incompréhension aurait ressenti Arsalom s'il avait su que cette troupe hurlante qui piquait droit sur lui dans le scintillement de la poussière
allez l'immoler sur cet autel fait de gradins de bois. Le chef donne le troisième signal. Hep, crie-t-il, 15 index impatients pressent autant de détente à l'unisson, et de la bouche de chaque fusil jaillit l'éclat de lumière, et puis, presque immédiatement, c'est la déflagration. Une seule détonation, faite de 15 autres, sinistres, effrayantes, qui retentit dans le ciel, et c'est ensuite l'odeur âcre de la poudre qui envahit le champ immense, bordé de milliers de témoins qui n'ont rien vu. Absalom se dresse comme un diable jailli de sa boîte, hagard, les yeux exorbités. Il porte la main à son cou, titube, pantin désarticulé à la chemise ensanglantée, fait quelques pas, puis s'effondre au pied de la tribune, dans la poussière, les bras en croix, mort. La scène génère le roman, du point de vue de l'écriture, mais elle en est également l'aboutissement, du point de vue de l'histoire racontée, dans le sens où l'assassinat spectaculaire d'Absalom est le résultat d'une histoire qui trouve son point culminant dans cette mise en scène, dont l'acte, justement, une mise à mort, est occulté, ou du moins relégué dans une seconde zone au profit de son esthétisation. La scène est également matricielle, parce qu'elle dit à elle seule la difficulté de résoudre une énigme policière, d'autant plus difficile à résoudre que tous les éléments de sa résolution sont présents. Le lieu du crime, les assassins, la victime, l'arme et les témoins. Il suffit d'un paragraphe pour suggérer l'étendue de ce mystère de la clarté absolue. Je cite le texte. L'un des fusils n'avait pas tiré à blanc. Cela était certain. Un crime avait été commis en pleine lumière devant plus de 10 000 témoins. Il fallait élucider cette affaire ténébreuse, si l'on ose dire, vu l'aveuglante clarté qui baignait la scène. Page 163. Chemin faisant, l'Aroui réécrit de façon originale un des chefs-d'œuvre de la littérature policière, Le crime de l'Orient Express. Mais au moment où dans le polar d'Agatha Christie, le crime est commis par 12 personnes, dont le roman de l'Aroui, un seul fusil a tiré, mais la responsabilité de l'acte est collective. La scène est finalement matricielle du point de vue du ton. L'Aroui annonce une épopée, celle de la Tboreda avec ses codes, sa charge symbolique. Il reste cependant fidèle à son credo, l'humour. On atteste le décalage de ton qui structure l'ensemble du roman. Cette opposition met dos à dos la démarche ritualisée des cavaliers, d'emblée mythifiée, comme le suggère le mot centaure, et la démarche mécanique d'Absalom, qui, en dépit de la gravité du moment, porte un haut coefficient comique. Ceci est bien montré dans l'image du diable jailli de la boîte, pour citer le texte. L'inscription de la Tboreda et du roman qui en est le vecteur, dans le patrimoine universel, se fait par ailleurs à la faveur d'un investissement à la fois épique et humoristique, des références littéraires dont l'Aroui, fidèle à son habitude, décale le sens pour leur permettre de signifier dans le contexte marocain. D'où les mentions plus ou moins explicites à Shakespeare, Montaigne, Vigny, Rousseau, Du Bellay, Mallarmé, et la liste n'est pas exhaustive. Quelques exemples suffisent à le souligner. Évoquer la tragédie grecque permet à l'Aroui de faire de la Tboreda une mise en scène dans laquelle le coryphée, loin de contrecarrer le cœur, se soumet au contraire à son autorité. Et la formule de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, ne souligne plus l'attachement indéfectible de l'homme à son prochain, mais de l'attachement à l'animal. Mais l'Aroui est intéressant, même quand il écrit une œuvre épique, par sa capacité à jouer avec son lecteur. Dans cette relation, l'activité littéraire devient d'autant plus sérieuse que l'auteur ne veut absolument pas être pris au sérieux. Par exemple, dans le chapitre 23, l'auteur met en scène le meurtre du frère d'Absalom par les hommes de main de ce dernier. Cette séquence est décrite comme le pendant burlesque
du tableau d'Ilia Répine, Ivan le Terrible et son fils, c'est-à-dire un aveu amusé de l'incapacité à écrire une œuvre aussi forte que le tableau. Idem pour la phrase célèbre de Rousseau, dont Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes. Je cite la phrase: « Le premier, qui ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. » Fin de citation. Par une distorsion ludique, la phrase est détournée de son contexte originel pour souligner le bouleversement opéré par l'arrivée de la Cadillac d'Arsalom dans la ville d'El Jadida. Je lis le texte de l'Aroui. Le premier, qui ayant acquis un taco, s'avisa de dire « ôte-toi de mon chemin » et trouva des piétons assez niais pour ne pas lui casser la figure, fut le vrai fondateur de la société contemporaine, page 146-147. Voilà quelques aspects du nouveau roman de Fouad El-Aroui. Je vous souhaite du plaisir à le lire. Au revoir et je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast.